Alors après la Chartreuse de Parme, après la Peau de chagrin, nous allons aborder un autre roman absolument magnifique, qui n'est pas non plus très gai, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, Salammbô, n'est pas forcément le plus connu, hein, le roman le plus connu de Gustave Flaubert. Alors les dates de Gustave Flaubert, c'est 1821, 1880, hein, donc on est un petit peu après. 1821, 1880. Et il se trouve que aussitôt après la parution de Madame Bovary, hein, qui est plus connue, en 1857, donc aussitôt après la publication de ce roman, Flaubert se met en quête d'un nouveau thème de roman. Il cherche un nouveau thème, puisque cela fait 5 ans qu'il rédige la chronique d'un village normand sous Louis-Philippe, et il commence à en avoir assez. Il dit, je cite, « Je suis résolu à ne plus m'occuper du bourgeois et à m'évader de la Normandie. J'éprouve le besoin de sortir du monde moderne où ma plume s'est trop trempée et qui d'ailleurs me fatigue autant à reproduire qu'il me dégoûte à voir. » Donc, après toutes ces années passées à décrire la vie d'une certaine bourgeoisie provinciale ou parisienne, il a envie de s'aérer. Et donc, il pense à un sujet antique, un sujet ayant trait à l'Antiquité, où il pourrait donner libre cours à son goût pour l'histoire et pour la narration historique. Depuis son enfance, il aime l'histoire, il aime les œuvres des historiens, tout ce qui est narration historique. Alors il pense d'abord à reprendre La Tentation de Saint-Antoine, qui est une autre de ses œuvres, qu'il avait laissé de côté temporairement, justement, le temps de rédiger Madame Bovary. Mais il a un petit peu peur que ce sujet lui attire de nouvelles fois les foudres et les accusations d'offense à la morale ou à la religion, comme ça avait été le cas pour Madame Bovary. Et donc il décide de choisir un thème plus neutre, je peux dire, et après avoir relu avec assiduité l'histoire romaine de Michelet, le grand historien Michelet, il décide de s'inspirer d'un des épisodes peut-être les plus sanglants de l'Antiquité, qui est ce qu'on appelle la guerre des mercenaires. 3e siècle avant Jésus-Christ, fin de la première guerre punique, les guerres puniques, je reviendrai, vont opposer Carthage et Rome, donc 2 grandes puissances de la Méditerranée de l'époque. Et à la fin de la première guerre punique, eh bien, il y a une révolte. Cette révolte, elle est le fait des mercenaires. Dans l'armée de Carthage, il y avait un grand nombre de mercenaires. Des mercenaires gaulois, libyens, numides, bref, une mosaïque de mercenaires. Et ces mercenaires, eh bien, trouvent que Carthage ne les remercie pas suffisamment pour le travail accompli, et notamment, ils n'ont pas été payés. Ils n'ont pas reçu la solde que Carthage leur devait, et donc ils se révoltent. Et c'est ça ce qu'on appelle la guerre des mercenaires, la révolte des mercenaires contre Carthage. Je ne vous dis pas qui gagne,
pour laisser un peu de suspense. Mais ensuite, il y aura de toute façon la deuxième, la troisième guerre punique qui va voir s'affronter cette fois de nouveau Carthage et Rome. Et là, vous savez que c'est Rome, évidemment, qui va l'emporter et que Carthage sera rasée, détruite. La fameuse phrase de Caton l'Ancien, Carthago delenda est, qui répétait, qui voulait l'entendre, Carthage doit être détruite. Carthago delenda est, et effectivement, elle a été détruite, rasée. On dit même que les Romains ont jeté du sel sur la terre de Carthage pour qu'elle soit définitivement stérile, qui était le fait vraiment terrible, évidemment, pour une civilisation aussi brillante que n'a été Carthage. Donc il choisit ce sujet qui, comme vous le voyez, est très, très drôle. Enfin, non, il ne faut pas se cacher que Salammbô est un roman d'une extrême violence et de description très violente même. Donc, âme sensible, s'abstenir, au moins pour certains passages. Vous pouvez soit fermer les yeux, comme dans les films, soit passer les quelques pages où il y a vraiment des descriptions assez terrifiantes. Donc, il va s'inspirer de Michelet, il va s'inspirer aussi de plein d'historiens qu'il lit, notamment aussi de Montesquieu, puisqu'on dit qu'il y a deux grands auteurs qui vont l'influencer dans le fond, Montesquieu, dans la forme, aussi Chateaubriand, pour le côté poétique. Et Montesquieu, il va lire assidûment Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Donc, il se plonge dans l'histoire de cette période. Il connaît bien aussi le Moyen-Orient, puisqu'il a réalisé un long voyage de 1849 à 1851 en Égypte, en Syrie, au Liban et aussi en Grèce. Mais il choisira Carthage et son roman est publié en 1862. Ça veut dire qu'il mettra 5 ans. 1857, toute la genèse du roman, de l'histoire, jusqu'en 1862, le moment de sa parution. Alors c'est une œuvre singulière, qui ne fait pas l'unanimité des critiques, parfois controversées. C'est une œuvre historique, c'est une œuvre mystique, une œuvre symbolique, et on peut l'aborder, comme souvent tous ces romans, sous différentes facettes. On peut voir différentes facettes. On peut y voir un roman historique qui est assez bien documenté, même si Flaubert va prendre quelques libertés avec ce qu'on suppose être la réalité historique. Il y a quelques fantaisies. Mais quand même, ça reconstitue bien cette histoire. C'est une fresque épique, on le verra. C'est aussi un récit sur le pouvoir, la thématique du pouvoir en période de guerre notamment. Et évidemment, c'est un roman d'amour et de passion, où on va retrouver une fois de plus le couple Eros-Thanatos, l'amour et la mort. Et c'est ce que je développerai un petit peu plus, c'est aussi un traité mythologique et symbolique sur la religion des Phéniciens. Donc on va avoir beaucoup d'éléments cosmogoniques, mythologiques et symboliques à l'envi sur ce qu'était cette religion des Phéniciens, qui a beaucoup de liens avec les religions sémitiques, les religions cananéennes, aussi mésopotamiennes, sumériennes, puisque nous sommes à un carrefour dans cette région de beaucoup d'influences différentes. Alors un petit peu d'histoire pour replacer ce roman dans un contexte. Carthage, Carthage qui est un nom quand même assez glorieux, magique, oui, qui fait rêver. C'est probablement
la raison pour laquelle Flaubert l'a choisi. Carthage a été fondée par des colons phéniciens qui venaient de Tyr en 814 avant Jésus-Christ. Et d'après la légende, c'est la reine Didon, la fameuse reine Didon, qui était la sœur du roi de Tyr, qui a fondé la cité de Carthage. Et on dit que la reine Didon aurait demandé au souverain voisin, donc un roi berbère, l'autorisation de fonder un royaume sur ses terres. Et ce roi berbère n'a pas été très généreux puisqu'il aurait donné à Didon un terrain aussi grand qu'une peau de vache. Donc voilà, petit terrain aussi grand qu'une peau de vache. Mais la reine Didon, enfin celle qui va devenir la reine Didon, est maline. Et donc elle fait couper une peau de vache en lanières très fines pour tracer les contours de la future Carthage. Ce qui permet d'avoir donc un territoire plus grand que la peau initiale. Et en référence à cette fondatrice mythique, les Carthaginois sont parfois surnommés les enfants de Didon dans la littérature. C'est un fait important parce que ce n'est pas si fréquent que le fondateur d'un territoire, d'une ville, d'une civilisation, d'une culture et d'une civilisation, soit une femme. Et soit une fondatrice, et donc Didon va marquer vraiment le monde. Et ça peut s'expliquer par le fait que dans les panthéons, dans les mythologies, dans la religion de cette région, et depuis assez longtemps, les déesses, les divinités féminines sont prédominantes. Il y a aussi des couples, des dieux masculins, comme on le verra, bien sûr, mais ce n'est peut-être pas un hasard si justement le fondateur de Carthage est une fondatrice. Et comme nous allons retrouver tout au long du roman une déesse à laquelle est vouée Salammbô, qui est la déesse Tanit, T-A-N-I-T, qui est une des grandes déesses phéniciennes associée à la lune. Il y a un ensemble là, de constellations symboliques. Alors, Carthage devient une puissance vraiment dominante en Méditerranée occidentale, dès le IVe siècle avant notre ère, et les Carthaginois, précisément, vont avoir de nombreuses divinités originaires du Moyen-Orient. Ils vénèrent tout particulièrement un couple, deux dieux, donc la déesse Tanit, qui est dominante, et puis le dieu Baal. Baal qui est très connu en Phénicie. Baal, B2AL. Tanit, c'est la déesse lune, mais il va y avoir associé à elle bien d'autres divinités féminines. Alors, il y a donc une série de 3 conflits entre Rome et Carthage qui débutent au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Là, nous rentrons dans le contexte de notre histoire, puisque Carthage et Rome font la guerre pour savoir qui va avoir la domination de ce passage très très important, la Méditerranée, et notamment la Sicile, qui va avoir la domination sur la Méditerranée occidentale. Et donc ce sont les guerres puniques, ce qu'on appelle les guerres puniques, puisque les Romains appellent les Carthaginois les Poénies. On pourrait se demander d'où vient le mot punique. Eh bien, c'est ainsi que les Carthaginois sont nommés par les Romains, Poénies. Et bien sûr, donc, ces 3 guerres où il y a le fameux Scipion africain, de grands généraux romains, et aussi de grands stratèges carthaginois. On en connaît 3 principaux qui se succèdent de père en fils: Hasdrubal, Hamilcar, le fameux Hamilcar Barca, et surtout, le plus connu, c'est son fils Hannibal. Hannibal, celui qui est protégé par Baal. Hannibal.
hein, et le principal histoire qu'on connaît d'Hannibal, c'est évidemment les fameux éléphants. Et les éléphants, on va les retrouver dans Salammbô, ils jouent un rôle important, et les pauvres, ils ne sont pas toujours très bien traités. Donc, destruction totale de Carthage en 146. Donc, vous voyez, ces guerres vont s'échelonner sur presque 2 siècles. En 146 avant Jésus-Christ, donc Carthage est détruite. Beaucoup plus tard, elle renaîtra quand même un peu de ses cendres, et elle deviendra au IVe siècle de notre ère, cette fois, l'une des plus grandes capitales spirituelles, religieuses d'Occident. Donc, c'est une ville, mais aussi une culture, une civilisation à part entière, dans un territoire qui est quand même relativement petit, au nord-est de Tunis. Tunis actuelle. Alors, c'est évidemment une tâche assez difficile que de faire revivre comme ça cette Carthage du IIIe siècle, puisque quand même les Romains avaient pratiquement tout détruit. C'est pour ça qu'il y a tout ce travail d'archéologue pratiquement auquel se consacre Flaubert. Flaubert est très sérieux et pendant plusieurs années, il va faire un travail de recherche, travail archéologique formidable. Il se plonge dans un certain nombre d'auteurs anciens, Polybe, Hérodote, Pline l'Ancien. Il va lire aussi ou relire la Bible, notamment évidemment l'Ancien Testament, où on va trouver un certain nombre là aussi de personnages, de divinités importantes, dont une que je vous cite déjà, qui est Moloch, le fameux Moloch. Alors Flaubert hante les bibliothèques, il traque toutes sortes d'ouvrages érudits, et puis en 1858, alors qu'il a déjà donc un peu son scénario en tête, il se rend à Carthage même. Il se rend sur les ruines de Carthage afin de repérer précisément, le plus précisément possible, les lieux de l'action. Et il engrange plein de données qui vont donner évidemment à son récit un très grand réalisme. C'est-à-dire, et on connaît, elle est souvent citée, la première phrase du roman, qui est célèbre, « C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar ». C'est ainsi que ça commence pour situer ce roman. « C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar ». Et Flaubert sait de quoi il parle. Alors, son objectif, c'est de ressusciter, bien sûr, des faits historiques avec leur décor, d'en faire une narration historique, mais surtout, il veut évoquer, suggérer, peindre, décrire des mentalités, des manières de penser, des manières de sentir, des manières d'agir qui sont propres, caractéristiques de cette époque, tant chez les Carthaginois que chez les mercenaires. Et il va s'attacher tout particulièrement à reconstituer un élément qui est le sens du sacré, le sens du religieux, l'importance des mythes et des symboles dans cette civilisation, qui n'est pas simplement le propre de Carthage, mais qui est le propre de tout ce Moyen-Orient de l'époque. Alors, faire une petite citation là-dessus. C'est une phrase écrite par Flaubert, pas dans Salammbô, mais dans ses notes de voyage, où il écrit « Il faut faire, à travers le beau, vivant et vrai quand même. Le vivant y est en effet partout présent, à des degrés de stylisation et de cristallisation divers. Mais il en est où le vrai pèse de tout son poids sur le beau, et d'autres où le beau et le symbolique, sans s'émanciper, se dégagent.
C'est là le jeu divers des tonalités, des visions du monde extérieur de la création, d'une certaine humanité, et sous le voile de l'art pour l'art, dans le secret, dans cette part de la conscience que l'on appelle le subconscient, d'une recherche inavouée du divin. Et là, c'est bien l'esprit de Flaubert, d'aller chercher, débusquer, évoquer, suggérer, expliquer aussi toutes ces traces, ces empreintes du divin, du sacré, du religieux, du mythe, du symbole. Et il y a un foisonnement d'images symboliques, des objets, les animaux, la faune, la flore. Tout est occasion d'exprimer, pas simplement de décrire de manière réaliste tout ce vivant, mais de manière symbolique. Et là, pour ceux qui aiment le symbolique, le symbolisme, les symboles, il y a vraiment une très très grande richesse. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Le récit est donc construit autour d'un certain nombre de personnages, mais dont deux principaux, qui est d'une part Salammbô, la Carthaginoise, et Mato, M-A-T-H-O, Mato, qui est un des mercenaires. Donc, vous imaginez déjà, Salammbô, Carthaginoise, Mato, mercenaire. Que va-t-il se passer? Salammbô n'est pas n'importe qui, elle est la fille d'Hamilcar Barca. La fille d'Hamilcar Barca, qui est donc un des généraux prestigieux de Carthage, auréolé de gloire, et donc ça fera de Salammbô la sœur d'Hannibal. Vous connaissez Hannibal, vous connaissez moins Salammbô, voilà, c'est l'occasion de mieux la connaître. Donc, fille d'Hamilcar Barca, prestigieux général, et Salammbô est une sorte de prêtresse vierge, vouée au culte de la déesse Tanit. Et donc, c'est un personnage féminin qui permet à Flaubert de décrire et de peindre la femme orientale avec son mystère, ses sortilèges, toute la magie qui peut entourer la femme orientale. Et Mato, qui deviendra, on verra pourquoi, le chef des mercenaires, lui, c'est un homme puissant, extrêmement viril, puissant comme un taureau. Et dès qu'il aperçoit Salammbô, il en est aussitôt possédé. C'est plus que la passion, c'est plus que de l'amour fou, c'est une véritable possession qui le prend, et ceci se passe dès le début, au premier chapitre, qui s'appelle le festin. Alors, donc, en marge de la narration historique, c'est donc une intrigue amoureuse que va développer Flaubert, mais c'est plus qu'une histoire de passion, puisque ces deux personnages vont être des personnifications de Dieu, c'est-à-dire sont presque des jouets, on les sent parfois plus possédés par l'énergie divine que prenant eux-mêmes leurs propres décisions. Et donc, Salammbô sera la personnification de la déesse Tanit. Là, ça s'explique évidemment facilement, puisqu'elle en est une des prêtresses, celles qui sont vouées au culte de la déesse. Et pour Mato, eh bien, ce sera soit le dieu Baal, dont il sera quelque part l'agent ou la personnification, et à un moment donné, beaucoup plus de Moloch, lorsque les événements vont se précipiter et devenir plus dramatiques. Alors, le roman, et c'est donc aussi un poème épique,
vraiment comme une épopée, puisque on a un certain nombre de personnages minutieusement décrits et choisis pour leur caractère humain très ambivalent. Il y a beaucoup de violence, il y a de la perfidie, il y a de la jalousie, il y a de l'ambition, de la soif de pouvoir, évidemment, chez tous ces personnages, qu'ils soient carthaginois ou mercenaires, hein, c'est assez bien partagé. Mais il y a aussi de la grandeur dans tous ces personnages. Et, comme je disais, il y a dans cette épopée ou ce poème épique aussi sentiment d'une certaine fatalité. Comme si ces personnages étaient mus, un peu comme des marionnettes, par des enjeux, des forces ou des puissances qui les dépassent. Alors on a Hamilcar, bien sûr, on a Hannon aussi du côté carthaginois, Mato, et il y a d'autres mercenaires aussi qui vont rentrer en jeu. Et parfois on a des scènes, comme je disais, très violentes, aux allures un peu d'apocalypse, comme le siège de Carthage qui va être fait par les mercenaires, le sacrifice des enfants au dieu Moloch, élément dont parle la Bible, ou l'extermination des derniers mercenaires. Et donc il faut voir dans ces descriptions réalistes, puisque la guerre, c'est la guerre, l'implication de Flaubert dans cette œuvre qui lui tient à cœur, qui n'est pas simplement un refuge ou une compensation passagère. Et il dit à un moment donné, peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour entreprendre de ressusciter Carthage. Donc on peut le prendre dans on peut l'interpréter de différentes manières, mais c'est ce qu'il veut, ressusciter Carthage. Et on sent que Flaubert, vis-à-vis de Carthage, il a comme vis-à-vis du sacré ou du religieux, à la fois une fascination, il est fasciné par cette cité qui est à la fois très abondante et en même temps très avare, ce qui provoquera sa chute. Il est fasciné et en même temps il y a comme une sorte de répulsion. C'est pour ça que je crois qu'il y a cette violence extrême pour montrer une sorte d'extrémité de la barbarie. Et en même temps, vous savez, Carthage était connue pour sa douceur de vivre. Et ses richesses, son abondance. Donc c'est quelque chose de très paradoxal. Je crois qu'il ne faut pas oublier, pas perdre de vue ce double visage, fascination et rejet, et on met à distance. Ce qui est justement la double caractéristique du sacré, comme on l'avait vu avec Rudolf Otto, qui est un grand spécialiste du sacré, du religieux, qui dit il y a un côté fascinant et aussi tremens, qui fait peur. Ça fascine et ça fait peur. Ça fait peur et ça fascine. Et on va avoir ce double visage constamment dans le roman, où Salammbô et Mato nous fascinent, mais nous font peur, où les dieux nous fascinent, mais nous font peur, où les symboles nous fascinent, mais nous font peur, nous terrifient même parfois, comme ce fameux serpent, qui à un moment donné intervient, qui est un des attributs de Salammbô. Alors, ce roman, il est donc divisé en 15 chapitres qui sont à peu près égaux et qui démarrent et finissent par un festin. Donc ça commence par un festin et ça finit par un festin, un grand banquet. Alors, je ne vais pas vous énumérer tous les chapitres, mais vous dire, pour certains, quels sont les éléments quand même de l'histoire essentiels pour comprendre ce déroulement de l'épopée. Donc, premier chapitre, le festin. Et là, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est Carthage qui organise un festin
pour remercier les mercenaires. Pour remercier les mercenaires de leur rôle dans la guerre. Et donc, cela se déroule dans une soirée magnifique. Puis la nuit qui suit la paix faite entre Rome et Carthage. Paix provisoire, mais quand même, on est dans une trêve. Et Flaubert décrit le festin auquel prennent part donc les mercenaires dans les jardins de leur général Hamilcar, d'où c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. C'est Hamilcar lui-même qui reçoit chez lui, dans ses jardins, les mercenaires. Et puis, bon, les mercenaires s'échauffent parce que Hamilcar est absent, Hamilcar est parti. Et puis, elles n'ont pas reçu leur solde, ils ont le sentiment d'être oubliés, et que Carthage est donc injuste vis-à-vis d'eux. Et ils commencent donc, sous l'effet de la boisson et de ces revendications qui commencent à poindre, ils dévastent la propriété d'Hamilcar. Le premier personnage à apparaître est un ancien esclave qui, du coup, est libéré, puisqu'il y avait des esclaves emprisonnés chez Hamilcar et qui sont libérés par les mercenaires. Un certain Spendius qui va jouer un rôle très important. Et puis apparaît ensuite un général qui essaie de les calmer, mais rien n'y fait. Ils sont totalement complètement fous. Et au sommet du palais apparaît alors Salammbô, donc la fille d'Hamilcar, qui, et là c'est une apparition tout à fait extraordinaire, qui apparaît d'abord pour les gronder, pour les blâmer de leur violence, et puis ensuite ça va se transformer. Elle va leur raconter des histoires, d'abord dans une langue qu'ils ne connaissent pas, puisque ces mercenaires, chacun ont des langues différentes. Et puis finalement, elle va leur raconter les grandes péripéties de Carthage, les anciennes batailles contre Rome, dans la langue de chacun. Donc elle va s'exprimer en gaulois, en grec, etc. Et c'est absolument magnifique, cette première apparition de Salammbô, où on sent déjà toute la puissance magique du personnage. Le palais s'éclaira d'un seul coup à sa plus haute terrasse. La porte du milieu s'ouvrit et une femme, la fille d'Hamilcar elle-même, couverte de vêtements noirs, apparut sur le seuil. Elle descendit le premier escalier qui longeait obliquement le premier étage, puis le second, le troisième, et elle s'arrêta sur la dernière terrasse, au haut de l'escalier des galères. Immobile et la tête basse, elle regardait les soldats. Derrière elle, de chaque côté, se tenaient deux longues théories d'hommes pâles, vêtus de robes blanches à franges rouges qui tombaient droit sur leurs pieds. Ils n'avaient pas de barbe, pas de cheveux, pas de sourcils. Dans leurs mains étincelantes d'anneaux, ils portaient d'énormes lyres et chantaient tous d'une voix aiguë un hymne à la divinité de Carthage. C'étaient les prêtres eunuques du temple de Tanit, que Salammbô appelait souvent dans sa maison. Enfin, elle descendit l'escalier des galères. Les prêtres la suivirent. Elle s'avança dans l'avenue des cyprès et elle marchait lentement entre les tables des capitaines qui se reculaient un peu en la regardant passer. Sa chevelure, poudrée d'un sable violet et réunie en forme de tour selon la mode des vierges cananéennes, la faisait paraître plus grande. Des tresses de perles attachées à ses tempes descendaient jusqu'au coin de sa bouche, rose comme une grenade entr'ouverte. Il y avait sur sa poitrine un assemblage de pierres lumineuses, imitant par leur bigarrure les écailles d'une murène. Ses bras garnis de diamants sortaient nus de sa tunique sans manches, étoilée de fleurs rouges sur un fond tout noir. Elle portait entre les chevilles une chaînette d'or pour régler sa marche, et son grand manteau de pourpre sombre, taillé dans une étoffe inconnue, traînait derrière elle,
faisant à chacun de ses pas comme une large vague qui la suivait. Les prêtres, de temps à autre, pinçaient sur leur lyre des accords presque étouffés, et dans les intervalles de la musique, on entendait le petit bruit de la chaînette d'or avec le claquement régulier de ses sandales en papyrus. Personne encore ne la connaissait. On savait seulement qu'elle vivait retirée dans des pratiques pieuses. Des soldats l'avaient aperçue la nuit sur le haut de son palais, à genoux devant les étoiles, entre les tourbillons des cassolettes allumées. C'était la lune qui l'avait rendue si pâle, et quelque chose des dieux l'enveloppait comme une vapeur subtile. Ses prunelles semblaient regarder tout au loin, au-delà des espaces terrestres. Elle marchait en inclinant la tête et tenait à sa main droite une petite lyre d'ébène, à Mato. Et le fait de tendre une coupe comme ça à un homme, au moins dans la symbolique gauloise, symbolique ligure qu'on connaît bien ici à Marseille, c'est le présage de noces futures. Vous vous rappelez l'histoire de la fondation de Massalia avec Gyptis et Protis. Gyptis qui offre une coupe d'un liquide encore inconnu, est-ce que c'est du vin, autre chose, à Protis, et donc ça va sceller l'union, dont va évidemment, qui sera la fondation de Massalia, union, là aussi, de deux cultures et civilisations différentes. Ceux qui viennent de Phocée, avec Protis, donc les Grecs, les colons grecs, et puis Gyptis, qui est la fille d'un chef zégobrige, donc ligure, plutôt ligure. Donc là aussi, cette union, elle symbolise l'union, pas simplement de deux êtres, mais de deux cultures. Donc Massalia n'est pas seulement Massalia, la grecque, mais aussi la ligure, avec deux mentalités, là aussi très différentes. Mato, c'est le Libyen, c'est le mercenaire libyen, et donc évidemment, ce geste va irriter Narr'Havas, qui va blesser Mato avec son javelot. Bon. C'est-à-dire que déjà, on sent la rivalité des deux personnages. Puis, dans l'agitation, Salammbô disparaît dans son palais. Mato voudrait bien la suivre, mais en vain. Et c'est alors que cet ancien esclave grec, Spendius, va jouer un rôle déterminant auprès de Mato. Il va le prendre pour maître, donc un esclave affranchi, mais qui tout de suite se met au service de Mato, et il va conseiller à Mato de se rebeller contre Carthage pour obtenir les richesses, les honneurs et peut-être Salammbô. Et c'est donc l'ancien esclave Spendius qui va jouer un rôle déterminant dans la révolte des mercenaires. Donc, Mato, qui est quelqu'un qui effectivement est, on peut considérer un peu influençable, ou possédé par un certain nombre d'influences extérieures, va obéir aveuglément à ce Spendius qui va le manipuler jusqu'au bout. Alors ensuite, on a un peu plus tard le chapitre 3 avec Salammbô, où on a une très très belle description et évocation de la vie de Salammbô. C'est là aussi une nuit de lune, elle apparaît accompagnée d'une de ses esclaves sur la terrasse du palais et elle invoque la déesse Tanit. Donc là, c'est très clairement un lien puissant entre Salammbô et Tanit. Et elle fait de la lune un portrait où alterne la notion de fertilité, de fécondité, liée à la lune, bien sûr, et avec tous ces cycles propres à cet astre, et aussi la lune, ce qu'on va appeler parfois la lune noire, la lune plus dangereuse, la lune destructrice. Donc un portrait un peu ambivalent de la lune. Et à l'image de la lune, elle fait aussi un portrait d'elle-même, de ses désirs entre feu et langueur, c'est-à-dire c'est une passionnée
Salammbô, mais exactement comme les cycles de la Lune passent par des phases de langueur, de tristesse, où l'énergie, son énergie vitale décroît. Donc on sent que c'est la personnification de la Lune, de ce côté féminin, de fertilité, de fécondité liée aux eaux, aux coquillages, aux serpents aussi, de manière immémoriale, mais aussi ce côté parfois passif ou réceptif. Alors elle est élevée de façon solitaire, on apprend, loin de toute dévotion populaire, et elle désire une chose. Là, il y a un désir qui l'habite, c'est le désir de voir la statue de la déesse. Et ceci lui est interdit, puisque cette statue de la déesse Tanit, eh bien, n'est visible que par le grand prêtre, qui d'ailleurs, on va voir, accompagne Salammbô dans le roman. Un certain Shara Barim, le grand prêtre de Tanit, et qui est le seul à pouvoir la regarder en face, cette statue. Et pour tous ceux qui voudraient violer, transgresser l'interdit, c'est la mort. Donc, il y a vraiment, évidemment, risque radical de contempler cette statue. Ensuite, on va se retrouver sur les murs, sous les murs de Carthage, puisque l'armée des mercenaires est décidée à combattre Carthage et s'installe donc dans l'isthme. Là, il y a une description très très précise des lieux. Et des envoyés de Carthage sont envoyés aux barbares, aux mercenaires, pour négocier, mais aucune stratégie claire n'est vraiment définie. Alors on essaie de les calmer, on en paye, on commence à payer la solde de certains, mais bon. Finalement, les mercenaires se rebellent et tuent les capitaines carthaginois. Et le lendemain, ces mercenaires sont pris de remords et craignent les représailles, la vengeance des Carthaginois. Et c'est alors que Spendius amène alors Mato à l'aqueduc par lequel il pénètre de nuit dans Carthage. Et c'est Spendius qui va entraîner Mato au temple de Tanit. Et là, c'est là où il va y avoir évidemment un événement qui va faire basculer le roman, puisque sur le chemin, Spendius révèle à Mato qu'il a un souhait en tête, c'est dérober le voile de la déesse Tanit. Et là, on a évidemment un objet qui va, à partir de là, jouer un rôle essentiel, c'est le fameux zaïmph, c'est-à-dire le voile de la déesse, de la statue de la déesse. Vous savez que c'était quelque chose de très très répandu, les divinités même égyptiennes ou du Moyen-Orient, de voiler la statue, les statues du dieu, de la déesse, pour filtrer un peu la puissance qui était mise dans la statue, pour protéger les humains, et aussi pour faire comprendre qu'il y avait quelque chose de mystérieux derrière ce voile. C'est ce qui va donner après ce qu'on connaît de manière beaucoup plus profane avec les danses des voiles, danses des 7 voiles notamment, mais qui existait depuis très très longtemps dans les temples, d'un point de vue tout à fait religieux. Bref, il veut dérober le voile de la déesse Tanit. Et donc Mato, qui sent bien que c'est quelque chose d'épouvantable, il est saisi de terreur, mais il suit tout de même Spendius. Et donc il pénètre dans le temple, où évidemment ils n'ont pas le droit d'accès. Il vole le voile de la déesse et Mato se revêt de ce voile. Donc, non seulement il le vole, mais il se l'approprie. Sacrilège. Alors là, vraiment, acte. Il n'y a pas plus sacrilège que
non seulement de voler, de rentrer dans l'enceinte du temple, de voler le voile et de s'en revêtir. Et ensuite, il est investi évidemment de cette puissance du voile. Il se dirige vers le palais d'Hamilcar pour aller voir Salammbô. Il la découvre endormie et quand elle se réveille, Mato lui déclare son amour. Salammbô est d'abord fascinée par le voile et elle lui demande de lui donner. Bon, Mato refuse et puis tout d'un coup, elle se rend compte du sacrilège qui vient d'être commis. Elle déclenche l'alarme et donc tout le monde, tous les hommes gardent à court et Mato et Spendius sont obligés de s'enfuir. Et Mato, Spendius lui il est très malin, il s'enfuit par la falaise et Mato, Spendius sort de la ville par la grande porte comme protégé par le voile. Et donc là, Mato va commencer une nouvelle vie, à la fois dotée de la puissance du voile de la déesse et en même temps devant assumer les conséquences de son acte. Donc on pressent déjà que l'histoire va mal se terminer puisque à un sacrilège il n'y a qu'une seule issue, qui est la mort. Et évidemment, Salammbô sera considérée par un grand nombre de Carthaginois comme sa complice. Alors ensuite, un peu plus loin, beaucoup plus loin, on va faire connaissance d'Hamilcar, Hamilcar Barca, dont on voit toute la grandeur, l'esprit de décision et aussi le fait qu'il fait pas l'unanimité dans le camp des Carthaginois. C'est là où on voit aussi toute cette faille dans la mentalité des Carthaginois où il y a... ça n'est jamais arrivé depuis, c'est-à-dire des querelles d'ego, des querelles de personnes et de pouvoir. Et donc, certains voudraient redonner le pouvoir à Hamilcar Barca pour qu'il puisse lever l'armée. Il refuse dans un premier temps. Et puis, quand il comprend le risque avec ces mercenaires qui sont vraiment très échauffés, il accepte le commandement de l'armée de Carthage. Et donc, de nouveau, on voit cet homme commander l'armée de Carthage contre la rébellion des mercenaires. Alors, aux 2/3 du roman débute le siège du camp carthaginois par les mercenaires, c'est-à-dire Carthage est assiégée par les mercenaires, et peu à peu, comme dans un siège, Carthage va manquer de vivres. Alors on voit là toutes les difficultés d'Hamilcar, qui en veut au Conseil des Anciens de ne pas le soutenir, parce que certains le soutiennent mais d'autres non, puisque certains le tiennent pour responsable de la défaite et de cette révolte des mercenaires, puisqu'il n'a pas su gérer correctement le lien avec les mercenaires. Et c'est alors qu'on se tourne vers le dieu Moloch, que les Carthaginois vont se retourner vers ce dieu Moloch. Ils vont oublier la déesse Tanit, puisque du moment qu'elle n'a plus son voile, elle n'a plus de puissance. Et la ville se tourne vers ce dieu assez terrifiant qui est Moloch. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et Salammbô est jugée indirectement quand même responsable du siège de Carthage. Vous voyez que tout s'imbrique. On a ensuite un chapitre qui s'appelle Le serpent. Demandez que vient faire ce serpent, très important pour Flaubert au niveau symbolique, puisqu'il y a une association plurimillénaire entre la femme, la lune et le serpent. Mais ce n'est pas un serpent biblique que Flaubert nous décrit, c'est un serpent tout à fait bénéfique, un serpent lié à la fécondité, à la fertilité. Et ce serpent, qui est un python, une sorte de serpent noir, python, en fait dépérit
Il habite avec Salammbô, hein, ce serpent, et ce serpent dépérit. Et c'est une sorte de figure d'alter ego, hein, de Salammbô, ce serpent. Et donc le prêtre eunuque Shahabarim convainc Salammbô d'aller récupérer le voile de la déesse chez Mato sous sa tente. Et comment faire? Eh bien, le prêtre conseille à Salammbô tout simplement d'utiliser ses charmes, hein, et de séduire Mato. Et là, on sent que Salammbô ne comprend pas très bien le conseil du prêtre, hein, elle est surprise, mais elle y consent. Et là, il y a une description d'une danse très, très érotique, une danse d'amour de Salammbô avec le serpent. Et du coup, le serpent reprend sa puissance. Et elle décide d'aller sous la tente, donc dans le camp des mercenaires. Vous voyez, c'est le chemin retour, pour reprendre le voile. Et là, il y a son esclave qui la pare, qui l'habille, qui la prête de manière merveilleuse, comme pour des noces. Et Salammbô, c'est ça aussi toute l'ambiguïté, semble ne pas bien comprendre ce qui se trame, mais elle y va. Et le dernier chapitre dit: Salammbô s'en va alors, une ombre gigantesque marchant à ses côtés, obliquement, ce qui est un présage là aussi de mort. Sous la tente, donc, Salammbô se fait accompagner d'un esclave, elle se rend au camp des mercenaires qui encerclent l'armée d'Hamilcar, et elle demande à voir Mato en se faisant passer pour un transfuge. Quelqu'un qui s'est rendu, hein, du côté des mercenaires. Elle est conduite sous la tente de Mato, et là, tout d'un coup, évidemment, la première chose qu'elle voit, c'est le fameux voile, le fameux zaïmph. Mato est subjuguée, elle lui dit être venue chercher le voile, mais il ne l'entend pas, et lui, il ne pense qu'à une chose, c'est lui déclarer sa passion. Alors Mato lui saisit les talons, la chaînette d'or éclata, et les deux bouts en s'envolant frappèrent la toile comme deux vipères rebondissantes. Le zaïmph tomba, le voile tomba, l'enveloppait. Elle aperçut la figure de Mato se courbant sur sa poitrine. « Moloch, tu me brûles !» Et les baisers du soldat, plus dévorateurs que des flammes, la parcouraient. Elle était comme enlevée dans un ouragan, prise dans la force du soleil. Puisque Moloch, c'est le feu dévorant, le feu destructeur, le feu de la passion, le feu du sacrifice, hein, comme on le verra, mais c'est aussi le soleil. Donc là, vous voyez au niveau de la symbolique, hein, que développe Flaubert, c'est un mythe archaïque, originel s'il en est, ce couple du soleil et de la lune. La lune n'étant que le reflet de la lumière du soleil, mais la lune pouvant masquer le soleil. Éclipse. Donc c'est un couple très ambivalent. Hein. Et là, c'est une des clés qu'utilise Flaubert tout au long du roman, ce couple mythique, hein, du soleil et de la lune. Bon, il y a un incendie qui se déclenche dans le camp, donc Salammbô s'enfuit du camp avec le voile. Et Hamilcar, quand elle rentre dans le camp de son père, Hamilcar voit la chaînette brisée, il comprend ce qui s'est passé, et il la donne alors en mariage à Nar-Havas, qui est l'autre mercenaire, qui avait déjà blessé Mato, hein, lors du premier festin, et qui vient de le trahir. Donc elle est donnée en mariage aux mercenaires numides, et pour écarter définitivement Mato. Et donc là on s'achemine vers la fin du roman avec un chapitre qui s'appelle Moloch, justement. Les mercenaires se préparent à l'assaut contre les Carthaginois, et les Carthaginois commencent vraiment à souffrir de la faim, de la soif. Et comme l'écrit Flaubert, Moloch
possédait Carthage. Et face à ce siège dévastateur, il y a cette idée du sacrifice à faire à Moloch. Et que sacrifie-t-on à Moloch, ou qui sacrifie-t-on à Moloch en général? Des enfants. Et là, il y a une scène absolument terrible du sacrifice des enfants, dont on demande évidemment en premier le sacrifice du fils d'Hamilcar, c'est-à-dire Hannibal. Bon, on connaît l'histoire, Hannibal est vivant encore après, donc le père va en fait, à la place d'Hannibal, sacrifier un esclave. Et là, vous voyez, cette réécriture d'un épisode biblique, hein, avec le sacrifice d'Isaac, hein, demandé à Abraham, et puis Isaac remplacé par le bouc, ou l'agneau. Donc, là, c'est une scène absolument terrible, mais dont, voilà, là, on sent que Flaubert s'est bien documenté, notamment a lu la Bible, l'Ancien Testament, où il y a ces sacrifices. Et le lendemain, le combat s'engage, mais les mercenaires sont finalement défaits. Hein, c'est-à-dire là, ça. Alors, évidemment, les Carthaginois vont penser que les sacrifices des enfants ont ému Moloch. Et donc, finalement, Moloch donne la victoire aux Carthaginois contre les mercenaires. Les mercenaires sont défaits. Il y a le dernier éléphant de Carthage qui est assez important pour cette victoire. Et Mato est fait prisonnier. Aïe. Mato est fait prisonnier. Et le dernier chapitre s'intitule Mato. Carthage était en joie. Carthage a gagné, finalement, maté la rébellion des mercenaires, et c'était le jour du mariage de Salammbô avec le roi des Numides. Puisque, en fait, ce mercenaire libyen devient roi des Numides, puisqu'il a joué un rôle important dans la révolte. Et donc, Carthage est en joie et ça se finit par un grand festin, comme ça a commencé. C'était le jour du mariage de Salammbô avec le roi des Numides. La mort de Mato était promise pour la cérémonie. Le jour de ses noces, Mato doit être mis à mort. Il arriva, bon, je vous passe les descriptions, c'est absolument terrifiant. Hein. Il arriva juste au pied de la terrasse. Salammbô était penchée sur la balustrade. Ses effroyables prunelles la contemplaient, et la conscience lui surgit de tout ce qu'il avait souffert pour elle. La passion pour Mato est intacte. Bien qu'il agonisât, elle le revoyait dans sa tente à genoux, lui entourant la taille de ses bras, balbutiant des paroles douces. Il s'abattit à la renverse et ne bougea plus. Salammbô se leva comme son époux, avec une coupe à la main, afin de boire aussi. Elle retomba, la tête en arrière, par-dessus le dossier du trône, blême, raidie, les lèvres ouvertes, et ses cheveux dénoués pendaient jusqu'à terre. Ainsi mourut la fille d'Hamilcar pour avoir touché au manteau de Tanit. Alors, vous voyez, ces phrases extrêmement concises qui démarrent, qui finissent le roman. Ainsi mourut la fille d'Hamilcar pour avoir touché au manteau de Tanit. Et donc les deux amants meurent en même temps. Ce sont des noces tout à fait symboliques, hein, et terribles, tragiques, où de toute façon il ne pouvait pas y avoir d'autre issue. Hein. Et c'est un peu comme avec les autres romans qu'on a vus, cet espoir, hein, on peut avoir d'un amour éternel dans l'au-delà. Avec cette union rétablie, hein, cette réunion du soleil et de la lune, hein, ou du feu et de l'eau.
puisque la Lune, c'est évidemment très aquatique, de l'eau et du feu. Et donc c'est l'histoire d'une union, en fait, d'une quête d'union, hein, qui n'est pas de ce monde. Enfin, on peut aussi interpréter comme ça, une quête d'union qui n'est pas de ce monde et qui va se faire dans un autre plan. Donc, on peut vraiment y voir un récit historique, hein, avec des grands personnages dont la plupart ont réellement existé, hein, même s'ils ne sont pas forcément les mêmes noms. Un grand roman de passion et d'amour, et une fresque, hein, vraiment épique, symbolique, qui met en jeu toutes ces puissances divines, ces puissances sacrées, avec toute cette notion de l'interdit, du tabou, hein, comme disait Lévi-Strauss, un totem est tabou, hein, il y a toujours autour de ce monde du sacré des interdits, des transgressions à ne pas faire, et pour ceux qui les réalisent, un certain nombre de conséquences. Bon, voilà un petit peu l'histoire. C'est beau, hein? Super. C'est puissant. Oui. Donc, puissant avec différentes. Alors, ce que je voudrais développer, on va faire une petite pause et puis après, c'est justement cette interprétation qu'on peut faire, il y a des centaines d'ouvrages, hein, sur l'interprétation de Salammbô, autour de semble-t-il pour Flaubert, cette importance du mythe, des dieux, du sacré, comment on passe du couple Tanit-Baal, hein, à Tanit-Moloch, et avec là aussi un peu la symbolique du voile et de toute cette faune et flore que Flaubert nous décrit. Ça va? Donc on va prendre quelques petites forces, hein. Et on voit qu'est-ce qu'on prendre de ce qu'a nous a introduit Flaubert dans ce roman. Il y a même eu un film, je crois, hollywoodien, oui, qui s'appelle Salammbô. Oui. Il y a eu, comme pour les autres romans, hein, des adaptations, opéras, films, pièces de théâtre. Bon, ça s'y prête, évidemment, parce qu'il y a des peintures, des tableaux tout à fait exceptionnels. Et c'est extrêmement, le style, hein, il y a beaucoup d'exégèses sur le style de Flaubert. C'est à la fois très réaliste et ça nous emporte. Vraiment, ça nous emporte très loin. Oui, ça a eu du succès, mais quand même une postérité moindre que l'Éducation sentimentale ou Madame Bovary, qui a un peu éclipsé, sont les deux qui ont éclipsé Salammbô. C'est pour ça qu'il est moins connu. Mais disons Madame Bovary a fait évidemment couler beaucoup d'encre, l'Éducation sentimentale aussi. Là, on est dans quelque chose de plus classique, une sorte d'épopée historico-mythique, où il prend aussi un petit peu ses licences. Mais on sent que Flaubert est vraiment fasciné, attiré par cette religiosité, cette mystique. Il y a un côté, une facette de lui qui est tout à fait dans cette fascination et en même temps cette peur, cette ambivalence. Ça change de Normandie, oui. On est comme des gens au 19e, en fait, la fascination. Oui. Oui, l'orientalisme, on oublie tout ça, mais il y a eu la fascination. Fascination pour l'Orient. Oui. Ça a été intégré. Bien sûr. Jusque-là, jusqu'à notre époque, l'Orient a toujours été intégré comme une positive depuis l'Antiquité et surtout. Oui, tout à fait. Et il y a donc beaucoup de gens qui étudient ces déesses ou ces divinités moyen-orientales, sumériennes, avec tous ces cultes. Bon, on sait, hein, le culte de Mitra, le culte d'Isis, qui ont duré longtemps à Rome. Donc il y a une recrudescence de recherche et de fascination pour tous
toutes ces divinités. Et aussi pour tout le côté rituel. On a les peintures, des prêtresses, des prêtres, des eunuques, enfin toute cette magie orientale, orientalisante, disons, parce qu'il y a aussi quelques fantaisies